Et voilà, ça se discute, c'est bien le plateau de la grande discussion les soirs sur le grand soir. Nos chroniqueurs habituels sont déjà sur place. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, chers confrères. Bonsoir à toutes et à Très tous. bien, analyste politique, merci d'être au rendez-vous. Julio Tometti, juriste, toujours présent au rendez-vous. Bonsoir, Bonsoir. monsieur Ronsa, bonsoir le plateau et aux téléspectateurs de télé. Très bien, oui, François-Xavier Noumon. Fidèle au poste. Fidèle au poste. Très bien. Alors, après les maires, la rencontre avec les 77 maires de nos communes, le président de la République a rencontré ce jeudi 23 septembre au Palais des Congrès les représentants du peuple, les députés, donc les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Il s'agit des députés pour leur exposer les nouvelles visions de ce qui est des collectivités, de la gestion, je dirais, de ce qui est de la gestion de nos collectivités territoriales. Il s'agit aussi là d'un projet de loi sur le harcèlement sexuel que le président de la République a présenté donc aux députés. Une nouvelle façon certainement de faire les choses, de gérer les affaires désormais au sommet de l'État. La communication, oui, communiquer, suffisamment communiquer, Julio Tometti. Oui, d'abord, je souhaite, je salue l'activisme du chef de l'État ces derniers temps. Le lundi, il était avec le président de l'association des communes de Bénin, le maire Luc Tondi Atropo. Le mardi, c'était avec les maires, les préfets. Le mercredi, c'était le président Bouliaï. Aujourd'hui, ce sont les parlementaires. C'est dans le cadre de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est dans le cadre de la collaboration institutionnelle. Donc, le gouvernement se prépare à envoyer au Parlement un certain nombre de projets de loi. Donc, il revient dans la collaboration institutionnelle au chef de l'État de s'entretenir avec ces intéressés-là pour faciliter un peu, quelque peu, le travail parlementaire, pour leur expliquer le bien fondé de la chose et éventuellement pour recueillir leurs diverses préoccupations relatives à la chose. Oui, il n'est pas sans oublier que lors de la rencontre avec les maires, l'association des communes, des communes du Bénin avait dit qu'il se retirait et qu'il viendrait certainement avec des propositions pour conforter davantage ce qui a été exposé. Donc ça rentre en ligne de compte dans le cadre du fonctionnement normal des institutions et donc c'est une sorte de collaboration et non, d'un projet de loi expéditive envoyé au Parlement. Non, il y a un travail préalable qui se fait, donc ça veut dire que lorsque ça va aboutir sur la table des parlementaires, ça passera assez vite. Très bien, oui. Alphonse Moïse Soudé, oui, cette façon de faire les choses n'était pas, on n'en connaissait pas qu'aujourd'hui que le chef d'État rencontre les députés pour leur expliquer le bien fondé, expliquer de fond en comble les projets de loi. N'est-ce pas là, pour certains, c'est une manière peut-être d'orienter désormais les débats, les députés par rapport au vote et tout ça. Il n'y a pas une intérêt derrière tout ça. Non, C'est forcément pour expliquer. Est-ce que ces députés-là pouvaient s'opposer à ce que le chef de l'État va envoyer? Disons les choses clairement, il ne peut pas s'y opposer. Je crois qu'on avait déjà dit en début de semaine que par rapport aux différentes réformes qu'on voudrait introduire dans la décentralisation, moi je ne vois pas ces députés, je ne compte rien contre eux, mais je ne vois pas ces députés-là s'opposer à une loi qui viendra de la présidence, une proposition de loi ou projet de loi. Il ne peut pas s'opposer, il faut voir. Et si ça ne va pas, si ça Non, ne va pas écoutez, l'assentiment du peuple, ça ne va pas dans l'intérêt du peuple, ils peuvent dire non. Ces députés-là ont-ils jamais légiféré en tenant compte des réalités du peuple? Ne nous trompons pas. Disons les choses clairement, que le chef de l'État les rencontre ou qu'il ne les rencontre pas, quand ces lois-là seront là-bas, ça va passer comme une lettre à la poste. Je dis, c'est une rencontre de plus. C'est vrai que le chef de l'État, en tant que premier magistrat du pays, c'est son droit de rencontrer toutes les institutions pour mieux leur expliquer ce qu'il entend faire. Mais j'ai dit, ce n'était pas nécessaire. Parce que les 82 ou 81 députés sont acquis à la cause du chef de l'État. J'ai dit, ce sont
excusez l'expression, ce sont les affidés du chef de l'État. Je ne vois pas un Vous député dites pas ce disant qui se passe réellement à non, l'Assemblée, écoutez, de débat. Bon, écoutez. Nous suivons quand même, nous suivons ce qui se passe. Nous suivons ce qui se passe. Donc, cette loi-là, les différentes lois, que ce soit réforme du système de décentralisation et sur le harcèlement sexuel, c'est des lois qui vont passer. Et je ne les vois pas résister à la volonté du chef de l'État d'aller de l'avant parce qu'ils ont choisi de façon délibérée d'accompagner le chef de l'État. Donc, il n'y a pas de raison à leur niveau pour qu'il y ait blocage. Donc, pour moi, je dis, le chef de l'État a voulu rencontrer ces gens, mais ce qui est sûr, même s'il ne faisait pas cette rencontre-là, cette loi n'aurait aucune objection à l'Assemblée nationale. Ça passera tranquillement. Julien Tometi, non, je pense qu'il faut d'abord préciser, en fait, ce qui m'a interpellé, vous avez commencé par dire vous ne voyez pas ces députés s'opposer. Comme si la vertu de l'Assemblée nationale, c'est de s'opposer systématiquement. Non, la vertu de depuis qu'ils sont là, est-ce qu'ils ont introduit une loi qui a posé problème, qui a fait débat? Non, le débat ne se fait pas. Il y a eu des débats à l'Assemblée nationale. Au final, on a eu quoi? il y a eu des débats quand même. Au final, on a eu quoi? Des projets de loi mis en stand-by. Il y a une logique à ce que la majorité d'un chef d'État... J'estime que cette rencontre n'était pas nécessaire. Non, ça c'est mon avis. Bon, pour moi, c'est bien nécessaire parce qu'il ne s'agit pas toujours de rapport de force. Vous l'avez dit, bien sûr, le chef de l'État a toutes les possibilités d'envoyer ces documents sur la table du Parlement. Ça passera comme il est à la poste. Mais la posture n'est pas celle-là. La posture est ce que nous voulons faire, c'est qu'il y ait une concertation autour, qu'on comprenne bien de quoi étaient les questions et éventuellement avoir aussi d'autres tons de cloche, pourquoi pas. Donc c'est pourquoi je disais que ça fait partie de la collaboration institutionnelle pour que les choses soient davantage claires dans tous les esprits. C'est une forme de coproduction de la loi, quelque part. Parce que cette discussion permet à ceux qui, peut-être, auraient des réticences ou des interrogations par rapport à cette loi, au-delà de leur groupe parlementaire, au-delà de leur parti, puissent l'exprimer, comme le maire de Kouamassé l'a exprimé, rendez-moi ma monnaie. Voilà, rendez-nous notre budget. Oui, bon, à peu près. Rendez-moi mon budget. Et peut-être qu'il y a des députés aussi qui sont dans cet état d'esprit qui peut-être s'envisagent élu local dans quelques temps, peut-être quitter l'Assemblée nationale pour aller travailler à la base. Donc je pense que ce type de rencontre n'est jamais inutile et on peut se féliciter que le chef de l'État endosse le bleu de chauffe et essaye d'aller, parce que qu'on le veuille ou non, que le président ait sa majorité ou non, je ne parle pas de confrontation. Ce type de séance peut parfois écorner l'image, peut parfois donner au final des signaux contraires, mais ça peut permettre, ça a la vertu de permettre quand même une discussion franche pour que chacun puisse exposer son point de vue, quitte aux députés aussi de saisir cette occasion, parce que tel que Moïse, j'espère qu'ils ne sont pas tous dans l'état d'esprit d'Alphonse Moïse Soudé et qu'ils puissent jouer leur rôle et qu'ils puissent proposer, quitte au chef de la majorité de dire, écoutez, c'est dans cette direction que je considère qu'on doit aller, mais qu'ils puissent quand même mettre quelque chose sur la table, parce que c'est là où on les attend, et il n'est pas anormal que une majorité présidentielle aille dans le sens du chef de la majorité. C'est la logique républicaine, c'est la logique institutionnelle. Vous savez, moi j'observe. Comme nous tous, d'ailleurs. Vous avez déjà vu une loi là où les députés sont montés au créneau pour dénoncer une loi depuis qu'ils sont là? Qu'est-ce que vous dites comme ça? La vertu Je dis, le chef de l'État n'était pas obligé d'aller les rencontrer. Il ne peut pas s'y opposer. Je le dis et je le répète. Il ne peut pas s'y opposer. On a dit, on accompagne le chef de l'État. Ils vont accompagner le chef de l'État. Quand les lois arrivent, il y a la commission des lois qui étudie les lois. Et puis quand ça arrive, ça passe comme il est à la pause. C'est ce que j'ai observé depuis que ce Parlement-là est là. On ne m'a pas encore donné la preuve du contraire. Très bien. Mais quand même, c'était très important, quoi qu'on dise, que le chef de l'État en personne, le maître à jouer, d'expliquer à ces députés la nouvelle vision par rapport à la gestion de nos collectivités territoriales. Parce que la plupart d'entre eux ont été des maires, des CA, etc. C'était quand même important, cette séance, pour qu'on leur explique le bien fondé de comment les choses vont désormais fonctionner.
Non, vous savez que le chef de l'État est le communicateur par excellence par rapport à quand il s'agit de ces sujets-là ou bien quand il s'agit de défendre les sujets, les idées comme ça. Il en a là, c'est pourquoi il prend toujours les devants en cette matière. On a compris, le ministre d'État Abdoulaye Biachade a fait une partie, mais quand on voit la prestance, l'assurance que ça dégage pour le chef de l'État, quand même, ça a une certaine cote. Et aussi dans la communication, ça a une certaine influence en fait sur l'auditoire. Vous savez, c'est pas des salons, c'est le chef de l'État. Donc il y a un certain aura. Des fois, en voulant prendre la parole, vous-même vous doutez, vous dites bon, est-ce que. Donc, parce que c'est le chef de l'État. Sauf le maire de Pomasset qui, lui, Non, je suis d'accord. Vous me réconfortez dans ma position. Voilà, c'est monsieur se retrouve devant le chef de l'État. Les fonds disent avant coup de l'autre, mais non. C'est-à-dire que s'ils ont quelque chose à dire, beaucoup d'entre eux n'auront pas le culot de lever le doigt. On ne dit pas de poser des questions. Pas dans ce sens. Le chef de l'État n'a jamais interdit à ces messieurs-là de parler. Mais ces messieurs-là n'auront pas le courage de parler. Vous ne pouvez pas en être sûr. Ils ont parlé pour aller contre le problème. Si un travail aussi technique qui est fait, vous ne pouvez pas parler, faire des objections, si vous n'avez pas pris connaissance, vous n'avez pas réfléchi profondément à la question. C'est pourquoi je salue la position du président de l'association des communes du Bénin, de dire qu'ils vont se retirer et faire parvenir plus tard leurs propositions éventuelles. Donc, c'est arrêté. Vous ne pouvez pas. Sinon, vous risquez de vous planter lorsque vous prenez le risque de vous jeter sur des questions comme ça. Les maires. La plupart des maires sont. Oui, mais de la majorité. Les députés, quand ils ont rencontré le chef de l'État, quand le chef de l'État a exposé ses souhaits, qu'est-ce qu'ils ont donné en réponse? Dites-moi, quelle est la réponse que au moins le maire de Pomasset a dit, et je suis d'accord avec vous que Luc Atropo a pris de la hauteur, a dit, c'est-à-dire qu'on vient d'être informé de ces nouvelles réformes-là. Nous allons réfléchir et apprécier. Qu'est-ce que les députés ont dit? Mais les députés aussi ont le temps de réfléchir. C'est pas demain qu'ils vous n'aurez pas? Ils auront le temps aussi de réfléchir. En parlant parce que je tiens qu'on l'aborde rapidement sur la question de la femme. Oui, bien évidemment. Le projet de loi sur le harcèlement sexuel était donc aussi présenté aux députés ce jour. Je me dis qu'on n'en a pas besoin. Et pourquoi? On ne devrait pas en avoir besoin. Pourquoi? Deux raisons simples. Oui. Vous savez, c'est pas, je le dis comme ça, c'est pas le seul problème de la République. Il y a déjà suffisamment de tests, d'accord, qui protègent la femme contre le harcèlement et tout ça. Il y a la loi portant répression des infractions ou bien des violences faites aux femmes, qui a fait une plénitude en termes de violences faites aux femmes. Même on dit même le fait de ne pas, pour l'homme, de ne pas manger est une violence psychologique. Donc, le test a tout prévu ça déjà. Ça existe dans les tests. Prenez la loi 2011, vous allez lire. En termes de la nature des violences a été explicitée. Donc, je dis, cette loi-là, c'est déjà suffisant pour faire, si on veut faire le travail. Deuxième élément, on a tendance à tout, ramener à la criette. En le faisant tel que nous le faisons, parce qu'on veut élever quelque peu en degrés ce type d'infraction-là. Mais je dis, le risque, c'est qu'on risque de finir par dénaturer nos tribunaux, d'accord? Parce qu'on a l'impression que quand ça semble un peu sérieux, c'est la criette. Donc, à partir de ce moment-là, c'est à considérer que nos tribunaux d'instance ne sont plus quand même à même capables de connaître d'un certain nombre d'affaires. Et le tissu social risque aussi de recevoir. Voilà, et le problème, c'est qu'au niveau de la criette est une juridiction spéciale. C'est pour faciliter la célérité dans les procédures. Lorsqu'on va arriver à trop surcharger, d'accord, la criette se devra dévoiler et elle manquera d'efficacité dans son travail que déjà tous nous apprécions parce que en termes de délai, les délais sont relativement courts dans la conduite des dossiers. Et donc c'est pour moi quelque peu le risque. Ne soyons pas dans dans cette émotion de la parenthèse brise de silence de Angela Kpeja, tout le débat qui a suivi autour, les dernières actualités et tout. Ne restons pas dans cette émotion, puisque, en fait, comme quelqu'un le dit, l'inflation en termes de loi finit par desservir la loi elle-même. Très bien. Oui. Non, moi je dis, il y a tellement de lois. Avons déjà exploré toutes les lois sur le harcèlement sexuel avant d'en créer encore. Je dis, on est en train de déspécialiser la criette.
on est en train de déspécialiser la criette. Pour un oui ou pour un non, on vous défait devant la criette. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que nous avons des lois sur le harcèlement sexuel. Il y en a suffisamment. Il faut toiletter ces lois-là parce que c'est une loi de plus. Moi, je dis, nous avons déjà tout un national juridique dans ce sens-là. On en a parlé dans le milieu scolaire, on en a parlé dans le milieu estudiantin, il y en a partout. Pourquoi veut-on encore prendre une autre loi? Parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais bon, certains n'apprécient pas. À force de tout envoyer à la criette, autant fermer les tribunaux. Autant fermer les tribunaux. Si on doit chaque fois se référer à la criette pour le moindre dossier, autant fermer les tribunaux et qu'on dise maintenant, désormais, tout le monde dépend de la criette. Je dis, il y a des tribunaux. Il faut les utiliser. Il y a des tests qui existent déjà. Il faut demander aux gens de revoir l'arsenal juridique par rapport à ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, avec ça, ici, il y a harcèlement à Banté, on va dire qu'il faut déférer ça devant la criette. La criette sera surchargée. Et le mythe qu'il y avait autour de la criette, le mythe est en train de tomber. Donc, je crois que les députés doivent se dire, harcèlement sexuel, ça existe déjà dans nos différentes lois. Nous avons, il faut que l'Institut de la femme se saisisse de ces différentes lois-là, commence pas en faire la promulgation pour que tout le monde sache que ces lois-là existent. C'est pas la peine tout au moins les de éprouver voter. pour montrer peut-être la limite est corrigée. Peut-être on peut demander des lectures pour revoir ces tests, mais ajouter d'autres tests, c'est qu'à un moment donné, on aura tellement de tests qu'on ne saurait même plus par quel test nous sommes réussis. Parce que nous avons envie de protéger la femme qui est la mère du monde. La femme, c'est elle qui l'éducatrice même de la société, ça part de la femme. Parce que la femme elle-même se protège. Il faut la protéger. Parce que la femme elle-même se protège. Ça, c'est notre débat. Non, au même moment, là où des femmes, je prends le cas du harcèlement sexuel, là où des femmes sont en train de dénoncer le harcèlement sexuel, d'autres femmes protègent le harcèlement sexuel. Oui, parce que l'un n'est pas, c'est pas parce un que antagonisme, il n'y a quand pas besoin de on a vu, quand je prends le cas de Angela Kouija, dès que ça a commencé, on a vu des femmes qui... est une mauvaise chose en soi. Oui, mais j'ai vu, quand Angela Kouija a commencé par dénoncer ce dont elle est victime, mais j'ai vu des femmes, ce sont des femmes qui se sont attaquées à elle. Non, ça, c'est des questions de personnes. Donc, je dis qu'il faut que les femmes elles-mêmes... Oui, mais la société ne peut pas régler ça. Je prends l'exemple du cas, le fait divers, même si c'est grave, qu'on a eu dernièrement. Mais la victime s'est rétractée au tribunal. Vous me rejoignez? Oui, non, mais bon, ça c'est on a voulu lui rendre justice, mais elle a estimé qu'elle n'en a pas besoin. Oui, c'est un choix individuel. C'est un choix individuel. Mais de toute façon, la nature de l'affaire fait que les preuves sont en mondovision, donc la justice peut se passer de son assentiment ou pas et frapper. Donc je dis, on ne peut pas se prévaloir de ce que des femmes n'aiment pas s'épancher sur ces questions parce que le problème est très délicat. Déjà, harcèlement sexuel, le problème qui a toujours, l'écueil qui a toujours, disons, mis à mal ces types d'affaires, c'est la question de témoignage. Comment vous avez des preuves? Comment vous avez une preuve d'harcèlement sexuel? Comment vous faites? Déjà aujourd'hui on a des supports numériques pour enregistrer, pour faire ci, pour faire ça. Ceux qui veulent se mettre dans cette position aussi ne sont pas idiots et arrivent à se protéger. Donc ce sont des questions qui sont difficilement traitées par les structures spécialisées, la police judiciaire en l'occurrence. Donc il faut reconnaître que ce n'est pas seulement chez nous. Regardez un peu partout, en France, aux États-Unis, même si le système est différent, il y a tellement de lois, tellement de dispositifs qui ont été mis en place pour protéger les femmes, mais pratiquement chaque semaine, vous entendez qu'une femme est morte sous le coup d'un homme ou de son mari, alors qu'il y a une inflation de dispositifs. Donc c'est un problème délicat et ça part de l'engagement de toute une société à lutter, à protéger les femmes. C'est une affaire d'éducation également. Maintenant, effectivement, je ne suis pas sûr qu'une inflation dans le dispositif législatif soit de nature à gagner en efficacité. Mais je pensais qu'avec la mise en place de l'Institut national de la femme, il y aurait peut-être d'autres propositions novatrices. C'est vrai que ce soir, on ne sait pas exactement, on a eu quelques bribes ici et là, on ne sait pas exactement
ce que le contenu. Donc peut-être qu'on va attendre de voir exactement ce qui sera mis sur la table pour évidemment renforcer le dispositif de protection vis-à-vis des femmes et des filles, parce qu'il faut reconnaître qu'on est dans une société quelque peu permissive. Il y a le reliquat culturel qui fait que les gens ne sont pas disposés à parler vraiment. Oui. Donc il y a beaucoup de choses. Oui. Merci. Nous allons de toute façon suivre de près l'actualité. Les députés prendront aussi du recul, le temps de lire ces projets de loi et de faire des propositions. Et feront des propositions. Oui, absolument. Alors nous allons aborder l'autre sujet, c'est bien sûr cette rencontre inédite qu'il y a eu hier. Patrice Talon Bodiaï et la réaction du chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons suivi Paul Rouquet qui a réagi et dit vouloir être content de cette démarche du l'ex-président Bodiaï et dit qu'il l'encourage. C'est quand même le chef de file de l'opposition. Une très belle sortie, une réaction que beaucoup ont jugé normale, étant chef de file de l'opposition. Non, Paul Rouquet ne peut pas prendre le risque aujourd'hui, quand il analyse un peu le pool, il ne peut pas prendre le risque avec tout ce qu'on dit déjà, de se mettre, comment dire, la population, mais le peuple au dos. Donc il est obligé en fait d'aller dans le sens de ce que tous nous pensons en tant que chef de file de l'opposition de manière institutionnelle. Il joue son rôle. Il n'a pas. Vous y mettez la censure. Il n'a pas, comment dire, à jouer aujourd'hui les radicaux. D'accord. Donc c'est dans l'ordre normal des choses qu'il apprécie ce qu'il a lieu de faire. Seulement que cette façon, comment dire, tout ce qui s'est passé. L'autre chose, c'est que ça a forcément un effet sur lui. Donc, il a donc à travailler, à se renforcer lui-même dans l'opinion. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce retour de Bounou Yahi, si les choses se passent bien dans l'autre camp, c'est-à-dire, comment dire, l'intéressé risque de perdre quelque peu sa place au thème, peut-être des prochaines élections. Et donc, la bataille... Encore loin. Le mercato. 4-5 ans encore 2023. 2023, les élections législatives. Donc, c'est comme pour dire que le mercato est quelque peu encore ouvert. Donc, il a donc à travailler. Les acteurs politiques, c'est ce qui est intéressant dans cette affaire. Toutes les chapelles politiques aujourd'hui se réveillent de leur sommeil. Comment replacer les pignons pour que tous on puisse compter dans la bataille. Très bien. Est-ce que ce travail, en tout cas, sera facile à Paul Rouquet les jours et mois à venir? Vous savez, je souris parce que Yahya Boni pourrait lui ravir la vedette. C'est ça. Yahya Boni pourrait lui ravir la vedette par rapport à ça. Parce que quand vous voyez les il est officiellement le chef de file de l'opposition. Ça ne veut rien dire. On ne lui conteste pas. Je ne lui conteste pas la puissance, le pouvoir que la loi lui donne. Ça, c'est sur papier, dans la réalité, dans l'exécution de cette tâche. Je dis une chose, Boni Yahi a annoncé les couleurs. Il a formulé des desiderata auprès du chef de l'État. Notamment, il faut les hommes politiques, les prisonniers politiques. Maintenant, je dis, c'est normal que Paul Rouquet salue la démarche, mais il faudrait que, en amont, que lui-même commence déjà par colmater les brèches au niveau de l'opposition. Ça fait deux fronts, parce que quand le chef de l'État va vouloir accéder aux différentes requêtes du président Boni, de l'ancien président Boni Yahi, il faudrait qu'on puisse retrouver une opposition unie. Donc, c'est lui. Boni Yahi n'était pas allé voir le chef de l'État en tant que membre de l'opposition, mais il est allé en tant qu'ancien chef d'État. Et le second front, qui est encore le front le plus important, parce qu'on ne peut pas diriger un pays sans une opposition. Il y a quelqu'un qui a été désigné par les tests comme chef de file de l'opposition. Il faut que véritablement qu'il rentre dans son rôle et qu'il permette à l'opposition de vraiment faire des critiques objectives, constructives par rapport au régime en place. S'il n'arrive pas à mobiliser l'opposition autour de sa personne, ça pose un problème. Et Yahya Boni, vous savez très bien, Yahya Boni, quand il va réussir cette mission, qu'il s'est donné en allant vers le chef de l'État, Patrice Talon, ça peut, Paul Rouquet pourrait perdre
quelques plumes parce que déjà, en matière de leadership, il n'est pas accepté de tout le monde. C'est vrai qu'il est institutionnellement le chef de file de l'opposition, mais tous ceux qui se réclament de l'opposition ne se reconnaissent pas vis-à-vis de lui. Donc il a un travail à faire. Il a encouragé ce qui est fait. Il faut que lui-même, de son côté, qu'il commence déjà par faire un travail. Il faut commencer par préciser que une bonne partie de ce que Yahi Boni a proposé hier, le chef de file de l'opposition, Paul Hunpoué, l'a déjà proposé. Il l'avait proposé. Il faut pas, c'est pas, il y a rien d'original dans ce qui est, en tout cas, concernant la crispation de la classe, la crispation de l'ambiance politique, la libération des prisonniers. Pas mot pour mot, mais très précisément, Paul Hunpoué l'a déjà proposé, l'a répété une fois. Donc il n'y a pas de... il peut rester droit dans ses bottes et dire, bon, écoutez, et jouer fair play. Il a réagi en très bon gentleman, mais on peut dire que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État a regardé du côté de la fille. Paul Hunpoué parce qu'il a fait avant lui. Donc je pense que c'est important, c'est important. Et je pense qu'il serait peut-être malvenu que ce soit Yahi Boni et même s'il a un parcours qui parle pour lui, le charisme, la stature, pour tout ce qu'il a représenté pour ce pays, de se mettre en opposition frontale avec le chef de file de l'opposition parce que ça pourrait lui jouer des tours. Vous avez dit institutionnellement, il n'est pas le patron de l'opposition, c'est pas le responsable, il ne peut pas venir intimer un ordre au MPL, aux démocrates, ainsi de suite. Mais quand il s'agira de réellement discuter, on ne pourra pas se passer de lui. Ça, c'est ce qui est implacable. On ne pourra que Yahi Boni soit allé voir le chef de l'État faire des propositions. Quand il s'agira de discuter réellement, on ne pourra, ce sera Paul Hunpoué qu'on appellera en premier, puisque l'État lui-même ne peut pas se tirer une balle dans le pied comment on va dire, on va dire, ravaler ce que l'État lui-même a eu du mal à sortir, à travailler. Parce que n'oubliez pas, c'est une innovation du dernier corpus de nos lois, de la révision de la loi. Ce sont les conséquences Donc je pense que Paul Hunpoué joue finement la situation. En tout cas, on ne sait pas ce qui se passe intérieurement, mais en tout cas, cette façon de sortir, je pense, est la plus intelligente qu'il puisse faire pour le moment. Très bien. Moi, je pense que Paul Hunpoué doit monter encore plus au créneau en termes de communication pour récupérer à son avantage ce qui vient de passer. Parce que finalement, je dirais que les faits ont fini par donner raison à Paul Hunpoué. Parce que Paul Hunpoué était contre l'opposition, une certaine opposition radicale à tout fait, tout là. Donc, finalement, c'est sa posture aujourd'hui qui est, il l'a déjà apprécié, Boni Yahi et son clan, ou bien Boni Yahi est revenu à la posture initiale, à la posture initiale que réclamait Paul Hunpoué, et qui a fait que les FCBE se sont scindés pour devenir des ailes ou quoi, je ne sais pas. Donc, Paul Hunpoué a travaillé aujourd'hui sur la communication pour récupérer à son avantage, à son profit, ce qui vient de se passer, pour davantage affirmer sa position. Parce qu'il devrait, en fait, en réalité, même si le charisme ou la posture du président Yahi Boni, tout ce qu'il excite ou bien fait dégager de l'inconscient collectif des Béninois, Paul Hunpoué devrait plutôt avoir peur d'un Irénée Agossa, qui peut se revendiquer avoir eu la même posture, et le connaissant comme habile politicien, ils le font déjà, se dire oui, c'est pourquoi nous tenions à aller aux élections, nous voulions respecter les lois de la République. Donc il devrait plutôt faire attention à ne pas se laisser déborder sur, disons, ce petit périmètre-là, parce que ils ne sont pas trop nombreux. Il y a restaurer la confiance, le MPL qui est, on va dire, qui a changé de tête, les démocrates qui sont dans une apathie, à part le brave Azatassou, il n'y a personne de ce côté-là. Donc, disons que Paul Hunpoué n'a absolument rien à perdre par rapport à ce qui se passe s'il joue la situation intelligemment. Très bien. Oui, Moïse François, il y a quelque chose à ajouter avant qu'on passe à nous. Non, moi je dis Paul Hunpoué, il est chef de file de l'opposition sur papier. Institutionnellement, il représente. Non, pourquoi vous ne voulez pas reconnaître les choses? Il est chef de l'opposition sur papier, mais institutionnellement. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il fait? Dans la réalité, il est chef de file de l'opposition. Sur papier. On ne peut pas dire. Oui, très bien. Non, le constituant politique que je disais tout à l'heure, soyons factuels. Ça fait 4 mois qu'il est chef de file de l'opposition.
il a essayé de faire le tour des institutions, il a lancé des appels aux autres forces de l'opposition, il a initié un cadre de concertation. C'est pas un magicien non plus. Il fait ce qu'il peut. Il faut quand même lui reconnaître ses efforts-là, quand même, de créer un climat de confiance entre les leaders de l'opposition. On peut dire quand même qu'il abat un chantier et on gagnerait tous à ne pas saper un peu le... Très bien. Alors, je pense qu'il en a dit assez. Il en a dit assez. Nous allons à présent parler du Conseil électoral qui est aujourd'hui au grand complet. Les démissionnaires et autres ont été remplacés. Madame Laurentine Arokwe-Adossou Davor et l'ex-vice-premier ministre, professeur François Abiola Adebayor, ils ont tous prêté serment et donc le Conseil électoral est au grand complet. Une femme, une fois encore, on en parle, le chef de l'État a inséré une femme comme beaucoup l'ont souhaité. De toute façon, le Conseil électoral est au grand complet, M. Alphonse Moïse. Oui, je crois que c'est une avancée à saluer. C'est vrai que, bon, moi je n'ai pas trop compris les démissions. Quelqu'un a parlé de convenance personnelle. N'a-t-il pas été consulté avant d'être proposé, ainsi de suite, je dis. Après, maintenant que nous avons tout le conseil au complet, il faut que le travail commence. Parce que, contrairement à ce que François Xavier disait, 2023, c'est à côté, c'est la porte d'à côté, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il faut vite aller et corriger ce qui est corrigible et mettre en même temps en chantier les prochaines élections. Donc, je suis heureux que cette structure-là soit désormais au complet. Le travail peut commencer. Il faut aller très vite. Ne soyons pas surpris par le temps. Très bien. Julien Tobetti. Non, moi, je veux juste espérer que c'est vraiment complet maintenant et que demain, nous n'observerons que pas encore à une autre démission parce que de cette démission qui ne s'explique pas là, c'est comme si on essaie toujours d'ajuster, de réajuster et on n'a toujours pas trouvé la bonne formule. J'espère maintenant que la bonne formule a été trouvée. Si tant est que le problème était au niveau de la représentation des femmes, bon, nous y sommes. Quand bien même si on est dans les chiffres, bon, ce n'est pas encore ça encore. Et donc, on espère que au-delà des faits politiques, que ce soit un conseil électoral qui travaille véritablement et qui travaille notamment avec peut-être les doutes, les suspicions que l'on pourrait avoir, notamment par rapport à la personne de l'ancien ministre de la Sécurité, de l'Intérieur et de la Sécurité, Sakalafia, que ce conseil électoral a travaillé beaucoup plus techniquement pour restaurer quelque peu en fait la confiance des Béninois vis-à-vis de l'institution. Parce qu'il faut le reconnaître, les uns et les autres n'ont pas tort d'être quelque peu sceptiques par rapport au travail que fera le truc. On se demande est-ce qu'il sera beaucoup plus politique que technique. Est-ce qu'il fonctionnera en toute impartialité, en toute neutralité? Donc, toutes ces questions sont toujours d'actualité et donc il gagnerait à travailler pour véritablement restaurer la confiance. Oui, François Xavier Doumois, et c'est là le travail doit faire l'opposition tout entière. Et par rapport au conseil, oui, veillez, à la suite des explications de Tometti, oui, il y a un travail à faire par rapport au conseil électoral qui est au complet. Le travail qu'ils ont à faire fait gagner la confiance à tout le monde. Et donc, l'opposition a un travail sérieux à faire. Oui, je pense que ce sur quoi l'opposition doit se concentrer, c'est comment faire pour avoir des sièges, en 2023. Oui, puisque ce sont eux qui mettent de doute. Oui, quand on n'y est pas, l'impatialité. Quand on n'y est pas, tout se fait sans soi. Donc c'est quelque chose de logique. Et puis il faut toujours garder le juste milieu. On peut exprimer des doutes, mais il faut toujours faire attention à ne pas délégitimiser la structure parce qu'on n'y est pas. C'est une série d'errements et de choix qui ont fait manifestement le résultat d'aujourd'hui. Donc tout ce que l'opposition a fait, c'est de se mettre en ordre de bataille pour pouvoir s'en sortir victorieux, participer et s'en sortir victorieux aux prochaines élections législatives pour avoir une chance de changer la donne et d'être
désormais d'aspirer à être représentatif, représenté dans ce type de structure. Parce que quand vous faites la politique de la chaise vide, ne vous plaignez pas ensuite que les choses se fassent en vous, quelle que soit la raison que vous pouvez avancer, exclusion, ainsi de suite. Aujourd'hui, comme Tometi le disait, aujourd'hui, on peut, avec la démarche, avec la rencontre d'hier, on peut aussi se dire que ça a été une grosse erreur d'avoir choisi ce pan-là, d'avoir choisi la politique de la chaise vide et d'avoir essayé de pourrir la situation. Donc je pense que l'objectif pour l'opposition, une opposition républicaine, c'est de tout faire, de mettre les stratégies en place pour gagner les sièges qu'il faut pour franchir le seuil de représentativité et pour pouvoir compter dans toutes ces structures. Très bien. Merci à vous. Nous sommes pratiquement au thème de cette rubrique Ça se discute. Nous allons faire un dernier tour de table. Nous avons encore 2 minutes. Nous commençons par Julio Tometi par rapport aux 3 sujets qu'on a abordés ce soir. Bon, moi je suis beaucoup plus porté vers le sujet est beaucoup plus politique. Politique, oui. D'accord. Et donc, de la position de Paul Orunkwe, passant par les réformes en cours, je dirais simplement que l'opposition a toutes les chances aujourd'hui, quel que soit le bord de ces oppositions-là, de travailler résolument, comme l'a dit François Xavier, pour compter désormais dans les différentes institutions en termes de représentativité. Donc, 2023 est l'année charnière. Donc, nous sommes en 2021, presque à la fin. Disons 2022, l'année charnière, 2022 pour certains. Et donc, ça doit beaucoup s'activer. Et c'est ce à quoi nous voulons, pour que notre Parlement retrouve quelque peu, si l'on peut le dire ainsi, c'est l'aide de noblesse. Ce n'est pas pour dire que le Parlement actuel n'est pas noble, mais ça sera davantage bien d'accord que l'opposition y a cette. Je dis une chose. Vous lui avez tendu la Moi, je ne rêve pas. Je ne rêve pas. C'est-à-dire le Parlement qui est là. Je dis que les lois qui ont été votées depuis 2019 sont des lois qui ont posé problème. Il y a des articles qui posent problème. Et si on veut que l'opposition participe aux législatives de 2023 et que l'opposition ait des sièges, il faut corriger ce qui est corrigé parce que les lois là ont posé problème. Si le Parlement qui est là n'est pas prêt à corriger les lois, c'est qu'on vient une fois encore botter l'opposition là tous. Disons les choses clairement parce que au cours des différentes élections, on a éprouvé les tests. Il y a problème. Donc il faut que le Parlement se décide à les corriger pour permettre que le jeu soit ouvert en 2023. Le jeu est ouvert puisque restaurer la confiance. Irénée Agossa a pu avoir ses parrainages pour aller aux élections. Donc ne dites pas que le jeu n'est pas ouvert. Très bien. Bon, le jeu, c'est ça qu'on appelle. Merci à vous. Tout le monde peut avoir les Merci à vous, chers chroniqueurs. Le jeu n'était pas ouvert. Merci à vous tous. Julio Tometi, juriste. C'est vous qui le dites. Julio Tometi, juriste, chroniqueur. Merci d'être venu ce soir. Alphonse Moïse Soudé, analyste politique. Merci d'être venu pour ces moments d'explication, d'analyse de l'actualité politique. François-Xavier Noumon, consultant. Merci. Nous, mesdames et messieurs, très bonne suite des programmes sur ETélé Bénin. Le meilleur reste à venir.